Bienvenue à Le Guélion. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une coopérative de solidarité qui a ouvert à peu près en 2016 dans le village. Donc on est une coopérative librairie féministe, queer, antiraciste, donc on a un fonds assez vaste finalement pour un peu pour tous les publics, des plus petites aux plus grandes. Donc on a des livres pour enfants, on a aussi genre de la fiction, de la sci-fi, de la poésie, des BD, des essais, en français et en anglais. C'est ça, on organise aussi des événements comme ce soir, en collaboration avec Espace de la Diversité. Et puis, que dire d'autre? Si jamais vous êtes intéressé, après la conversation, on a les livres des autrices présentes, si votre curiosité est piquée. Et puis, que dire d'autre? Ben, on est très content de vous voir ce soir. Reconnaissance. Oui, on reconnaît... Bonjour. Oh. Qu'on est en territoire Mohawk non cédé. Montréal est aussi connu sous le nom de Tiohtià:ke. C'est un lieu de rencontre et de partage pour les communautés autochtones. C'est un lieu qui est occupé de manière illégale, mais qui met en dehors de la question de la légalité. L'entreprise coloniale est un ongoing process, et dans ce processus en cours, il faut faire mieux que juste des reconnaissances. Dans ce sens-là, par exemple, on vous encourage à vous renseigner sur les luttes en cours menées par les différentes communautés autochtones. Il y a notamment une manif le 22 au Stade olympique contre le projet de loi 97. On vous encourage à aller checker ça. On a aussi un QR code pour signer la pétition des maires Mohawk à la caisse. Donc, l'idée, c'est en tant qu'espace, on essaye de bâtir des endroits de discussion où les libraires, en tant que personnes allochtones, on bâtit des liens. Et puis, en dehors de ça, on encourage toujours les personnes à se mobiliser, à se renseigner. Donc, sur ces paroles, je vais laisser la parole à Beck, qui animera la causerie de ce soir. Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Oh wow! Wow! J'ai eu même zéro réaction. Donc, mon nom c'est Beck. Je suis libraire depuis très peu à la librairie Le Guélion, mais je suis aussi co-host d'un podcast qui s'appelle Woke Whatever. Je suis host d'un radio show qui s'appelle Culture versus Culture sur CISM. J'aime animer des discussions, j'aime parler à du monde qui ont des choses à dire, et le sujet d'aujourd'hui m'intéressait beaucoup. Donc c'est corps souverain, corps révolutionnaire pour une libération collective. Fait qu'avec les autoristes qu'on a avec nous, on a Kato Fortin, on a Anya Yousri et on a J.D. Kutnis. Je veux parler avec eux et avec vous aussi de comment on peut utiliser nos corps pour se révolter dans un monde assez dystopique pour éventuellement arriver à une utopie, et comment ça se traduit dans l'écriture de chacune des autrices ici présentes. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes prêtes. Moyen. Voilà. J'ai cru ton intro, je suis comme, ah ouais! On est là. Puis je pense que sinon, Anya et Kato sont prime. Donc je vais y aller avec la première question. Donc dans vos 3 livres, il y a une importance de la filiation, un lien fort avec les savoirs incorporés, intimes, parfois cachés, parfois oubliés, ou tout simplement non considérés. Des savoirs et une mémoire qui portent en elle un pouvoir transformateur qui permet de résister. C'est quoi l'importance pour vous du passé pour pouvoir créer un futur dans vos écritures? Ben, je pense que, en tout cas, dans mon cas, le passé, c'est aussi une question de représentation. Là. Fait que ça va être des chemins. Fait que c'est comment le passé trace des chemins, pas juste des chemins de vie, là, mais des sections de chemins de pensée. C'est aussi de rendre compte c'est de façon un peu plus abstraite, là, où est-ce qu'on prend nos savoirs. Fait que, évidemment, moi, dans mon livre, il y a le personnage qui représente un peu le passé, c'est une travailleuse du sexe, c'est une grand-mère qui disparaît. Puis dans sa disparition, on peut se demander, mais il y a des choses qu'elle nous a pas léguées, il y a des secrets qu'elle a gardés, puis pourquoi? Puis finalement,
elle a gardé certains secrets parce que elle jugeait que sa petite fille avait des préjugés. Puis que malgré le féminisme auquel aspire cette narratrice-là, puis la prétention à l'inclusivité qu'avait cette narratrice-là, il y avait des choses que sa grand-mère, qui était super proche d'elle, pouvait pas lui confier. Puis c'est un peu, tu sais, la narration du livre, c'est un peu comment elle sort la tête de son cul finalement, puis qu'elle voit qu'elle n'est pas aussi inclusive, gentille qu'elle le pensait. Puis c'est comment elle sort de son expérience à elle pour aller vers les autres. Puis c'est sa grand-mère qui, même dans la mort, l'accompagne à l'ouverture vers les autres, puis à la solidarité, puis à la communauté, plutôt qu'à un féminisme blanc, individualiste, qui se regarde un peu le monde. Pour ma part, dans mon livre, ça va, je pense, se traduire par le fait que la narratrice est en recherche identitaire. Et puis, dans cette recherche-là, elle va puiser dans une forme de collectivité, c'est-à-dire que pour elle, on ne pense pas tout seul, on n'interagit pas tout seul. Puis, c'est sa façon de se reconnecter, c'est-à-dire de chercher dans ce qu'on lui a légué, donc dans ce qu'on lui a légué dans le passé, à travers sa famille. Puis, c'est aussi une façon de ne pas faire de point de rupture, c'est-à-dire malgré les ruptures qu'il pourrait y avoir de par les générations différentes, de par les contextes d'immigration, le fait de se reconnecter et de penser à travers et avec sa famille, ça lui permet justement de ne pas oublier et donc de pouvoir récupérer ou repenser à ces traditions-là à travers sa propre perspective. Oui, il faut que je dise quelque chose maintenant. En fait, je suis venue ici en pensant qu'on allait parler de La Vallée de l'étrange, c'est mon dernier roman. Là, je me rends compte que c'est sur Aquarium qu'on est. Mais c'est correct, c'est parfait. Je vais parler d'Aquarium. C'est juste que ça fait comme 1 an et demi que je parle de l'autre roman. Puis il faut que je rétro-pédale. Je reviens sur Aquarium. C'est l'histoire, en fait. L'idée première du roman, c'est que je voulais parler d'une baleine. La baleine boréale, elle peut vivre jusqu'à 200 ans. C'est prouvé scientifiquement. Puis quand j'ai appris cette information-là, un, j'en revenais pas. Puis deux, je me suis dit, mais c'est quoi la perception de cet animal-là qui peut avoir de nous? C'est dans le sens que, elle est née avant la révolution industrielle. Fait que peu à peu, on a comme envahi son espace. Il fait de plus en plus de bruit. Ça pue de plus en plus. On est vraiment... on est vraiment gossant. J'ai l'impression que pour les baleines, par plus qu'on a décimé leur espèce. Bref, je voulais vraiment parler de cet animal-là, puis un peu de sa perception du monde, avec les limites que ça comprend. Mais parallèlement à ça, je comprenais que je ne pouvais pas juste parler d'une baleine. Il fallait que je la mette en parallèle avec des êtres humains, ne serait-ce que pour créer un peu d'affect, parce que moi j'aime les baleines, mais je sais pas que tout le monde n'est pas comme un peu de baleine comme moi. Là. Fait que j'ai imaginé cette espèce de filiation de 7-8 générations qui mène à la narratrice, qui est mon personnage principal. Et en écrivant ça, je me suis rendu compte à quel point, en fait, la narratrice était la somme de tous ces gens-là. C'est pas nécessairement une filiation directe. On saute des bouts. Il y a quelqu'un qui parlait de quoi il y a des ruptures dans la filiation, puis on en a tous. Puis on n'a pas besoin de reculer bien loin. C'est rare les gens qui connaissent le nom de leurs 8 arrière-grands-parents. Puis pourtant, c'est pas si loin de nous que ça. Donc, je voulais vraiment parler de ces gens-là, puis montrer aussi à quel point ces gens-là avaient des vies qu'on a tendance à stéréotyper, mais non, en fait, leur vie était tout aussi riche et étrange que les nôtres, parce que c'était des êtres humains eux aussi. Fait que j'ai essayé de focaliser, de mettre une fenêtre sur des moments charnières de leur vie où il se passe quelque chose. Parce que la majorité du temps, les vies sont plates, là, donc j'ai essayé de mettre l'accent sur quand il se passait quelque chose. Puis de construire peu à peu cette lignée-là vers mon personnage principal, qui en même temps, elle, a conscience qu'elle doit quelque chose à ces gens-là, mais en même temps, il y a tellement de ruptures qu'elle est un peu perdue. Fait que c'est ce personnage-là qui est assez riche, et le lectorat va comprendre pourquoi,
Mais le personnage principal, elle, est un peu laissée à elle-même là-dedans. Ouais. Hey, j'ai parlé bien plus longtemps. Okay. Mais non. Non, mais c'est ça. Fait que non, mais c'est ça, filiation passée. Je sais pas ce que le corps vient faire là-dedans, mais on va y arriver. Ouais. Pour les corps ou vivants? Ah, oui. Ouais. Ah, le vivant. Oui, Okay, la ouais. baleine, La baleine. elle fait dedans. Ouais, c'est ça, ouais, là-dedans. Ouais. Qu'est-ce qui a guidé votre plume à vous trois pour parler, pour mettre l'emphase sur le corps le vivant ou écrire un monde dystopique et utopique? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce que vous vouliez que vos lecteurs, lectrices comprennent en plongeant dans ce monde-là? Veux-tu que j'y aille? Moi, j'ai voulu faire un cadeau à la santé publique. C'est vraiment, c'est vraiment dans une optique de santé publique que j'ai écrit mon livre. Puis j'ai envie que quand les gens finissent mon livre, ils se sentent moins dégueulasses. Puis que ce soit un peu plus facile pour eux de parler de leur corps, puis de l'expérience qu'ils ont avec leur corps. Tu sais, puis c'est comme un chemin de croix que je porte là, depuis que je suis enfant. Je me rappelle d'être chez le médecin quand j'avais une pneumonie, j'étais tout petite, puis on me dit est-ce que tu as beaucoup de sécrétions? Puis je suis comme non, mais j'ai beaucoup de morve par exemple. Puis le docteur il trouve ça bien drôle, mais je suis comme ok, si j'avais pas. On me parle dans des mots que je comprends pas, puis si j'apprends pas à maîtriser le langage, ben mon corps va être plus à risque, tu sais. Fait que j'essaie de trouver un vocabulaire qui soit précis puis accessible pour pouvoir rendre compte comme de l'expérience corporelle de façon aussi quotidienne, puis dans ce que ça a de drôle, puis dans ce que ça a de cocasse, de tragique, de weird. Fait que c'est vraiment ça. Puis quand je lis des reviews de gens qui sont comme choqués, qui sont comme oh mon dieu, j'ai trouvé ça dégueulasse, mais comme j'ai appris quelque chose pareil, je suis comme ok, j'ai l'impression d'être le savant fou qui dit ah j'ai réussi, c'est comme cette personne-là a traversé quelque chose dans sa lecture. Puis même si elle a pas nécessairement apprécié l'expérience, je pense que ça l'a enrichi. Puis ça c'est comme autrice, mettons, c'est un de mes objectifs. Pour ma part, à la base, je voulais parler de... Quand j'ai commencé à réfléchir à écrire une œuvre, je voulais parler de sexualité. Puis ça faisait longtemps que j'écrivais sur cette thématique-là, que j'écrivais sur ces sujets-là. Puis je suis arrivée à un moment où j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur comment écrire la sexualité à partir de l'endroit où je me trouve, donc à partir d'ici, tout en incorporant cette réalité que j'ai de personnes issues du Maghreb. Puis comment l'écrire sans que ça soit frontal, sans que ça soit rentrer dans certains préjugés, sans rentrer dans certains stéréotypes de qu'est-ce qu'on se fait de cette sexualité-là, c'est-à-dire la femme cachée, la femme voilée, la femme libérée, c'est-à-dire sortir de cette dichotomie. Puis je trouvais ça... puis j'avais l'impression que juste le fait de parler de ce sujet-là, c'était déjà rentrer dans le jeu et rentrer dans les lieux communs. Donc je m'étais retrouvée dans une certaine impasse. Puis ce qui finalement m'a permis d'en parler, c'est d'y aller de l'autre côté, c'est-à-dire parler d'autres choses, puis d'être capable de montrer la sexualité, mais pas de montrer la sexualité en avant-plan. Donc c'est en écrivant sur les rituels, sur la famille, sur plusieurs choses que j'ai pu finalement trouver une façon de parler de cette sexualité-là et qui, en mon sens, m'a permis de me déculpabiliser aussi de cette envie d'aborder le sujet. Oui, excusez, je vous écoute, fait que je suis vraiment concentrée sur ce que mes collègues disent, puis après ça, c'est c'est vrai, faut que je mette mon grain de sel. Ben, en fait, moi, quand j'écris des livres, c'est rare que je me dis j'ai une intention. D'habitude, la seule intention que j'ai, c'est d'avoir une histoire qui se tient, puis qu'on a envie de lire, puis qu'on a envie de tourner les pages. Puis c'est un peu, je suis rendue aux 2/3, voire aux 3/4 du livre quand je me rends compte de quoi je parle. Fait que fait que dans le cas d'Aquarium, c'est un peu ma fascination pour le vivant en général. L'immense, le gros, là, comme la baleine, ou le petit, comme
le microbe. Parce que pour moi, les découvertes qu'on fait en sciences, pour moi, c'est vraiment une source d'émerveillement constante. Tu sais, je dis toujours, je suis pas sur le top d'une montagne en train de prêcher, là, mais je dis souvent qu'on n'a pas besoin de magie parce qu'on a les oiseaux, tu sais, dans le sens où je trouve que notre monde est vraiment merveilleux quand on s'y attarde. Tu sais, donc c'est un roman qui essaye de... Tu sais, la trame de fond du roman, c'est un peu ça le message. Puis l'autre trame de fond que je me suis rendu compte après, qui est dans tout ce que je fais, c'est qu'il y a de la beauté dans le monde et qu'on a tendance à pas la voir ou à passer à côté. Tu sais. Mais c'est pas une intention mauvaise de notre part, c'est juste que le monde est ainsi fait. On s'est construit un monde où la beauté est de moins en moins accessible, en fait. Et il y a une certaine violence là-dedans que, si je dénonce quelque chose, je pense que c'est ça. Donc, Aquarium se penche là-dessus. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait au monde et c'est quoi les décisions qu'on peut prendre pour justement préserver la beauté. J'avais une question spécifiquement pour Aquarium. OK. Donc, le genre littéraire de la dystopie, ça permet de réfléchir sur des questions contemporaines. Puis dans Aquarium se passe pendant un temps de pandémie, mais c'est en arrière-plan. C'est pas le sujet non, du... c'est ça. Fait, ma question, c'était pourquoi la création de cette dystopie spécifique? Ça l'a dit, je l'ai écrit avant la COVID. Ouais, c'est sorti en 2019. Non, c'est sorti comme 4 mois avant la COVID. Ben, c'est que pour les besoins de l'histoire, tu sais, je disais plutôt que j'avais besoin d'une bonne histoire cohérente. Je voulais un huis clos. Et pour créer ce huis clos-là, j'avais besoin d'une catastrophe. Et j'avais besoin, surtout, moi j'aime ça quand les choses sont plausibles. Donc j'avais besoin d'une catastrophe plausible. Et si on recule il y a 20-25 ans, ma première année d'université, moi, était en microbiologie, immunologie. Donc j'ai toujours aimé les bébites. Tu sais. Et je savais que qu'est-ce qui est plausible, c'est une pandémie parce que c'est cyclique, ça revient. Tu sais, la COVID, c'était pas la première. Il y a eu la grippe espagnole, il y a eu la peste, il y a eu plein d'affaires. Puis je veux pas vous décevoir, ni vous alarmer, mais il va y en avoir d'autres. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette catastrophe-là en arrière-plan, c'est que j'avais besoin d'isoler mon monde pour les faire un peu vivre quelque chose en gang, puis qu'il y a une certaine intériorité. T'sais. Mais en même temps, ils sont sur le bateau isolés, donc je voulais pas non plus... Tu sais, je leur ai donné un espèce de milieu idéal et protégé. Tu sais, je voulais pas que ça se transforme en un récit de survie, là, je voulais pas que ça soit Walking Dead, mon enfant. Fait que c'est pour ça qu'il y a ces éléments-là. Mais là, on est vraiment dans la technique de construction de l'histoire. Je lève mon jupon. Mais moi, je trouve ça vraiment fun que tu puisses réutiliser comme des savoirs que tu as eu en microbiologie pour écrire comme ça, parce que tu sais, c'est... Faut tout monétiser. Non, mais c'est un bagage personnel unique. Tu sais, on n'aurait pas accès à ce genre de littérature-là s'il n'y avait pas des gens comme toi qui avaient eu un parcours atypique finalement. C'est vraiment le fun. Oui, ben il y a beaucoup de liens, je pense, entre la science et la créativité. Je pense que les bons chercheurs, c'est des gens créatifs. Puis les bons écrivains, c'est des gens qui ont de la structure. Il y a beaucoup plus de liens qu'on pense entre les deux. C'est pas deux branches qui volent en parallèle sans se connecter. Puis pour... Kato t'a parlé de l'exemple d'aller chez le docteur, puis de te faire poser des questions et de ne pas toujours comprendre. Puis aussi d'un sentiment de honte que les gens ont souvent avec leur propre corps. Fait que la question c'est comment vous pensez que le sentiment de honte qu'on a envers notre propre corps, notre être, est lié au système oppressif et nous empêche d'arriver à un monde utopique. Oui, tout est là. Non, mais tu sais, comme un des gros problèmes, là, c'est tout l'encadrement du langage est fait pour nous distancer de nos corps ou pour voir que nos corps sont pas supposés d'avoir de fuite, sont pas supposés d'avoir de besoins spéciaux. Tu sais, le corps idéal, c'est c'est le corps d'un homme blanc, c'est hétéro. Dans la trentaine, les autos sont faites pour ces gens-là. Ces gens-là peuvent avoir des accidents plus en sécurité, ils peuvent
se faire traiter de façon plus sécuritaire, bref. Mais pour ce qui est du langage, c'est la politesse encadre tellement le langage, puis fait en sorte qu'on peut pas partager des expériences réelles, puis quotidiennes, qui ont rapport, mettons, à la digestion ou à la sexualité, sans que ce soit vu comme déplacé. C'est parce que c'était pas mon ami, ça. Mais non. Mais c'est la politesse, tu sais, qui fait ça. Puis là, il y a des gens qui ont le droit d'être impolis. C'est les gens qui sont en situation de privilège. Tu sais, plus que tu te rapproches du privilège, plus que tu peux être impoli. Fait qu'après ça, il y a le droit comme à l'impolitesse. Puis c'est ça, fait que dans le fond, c'est à la fois de trouver des communautés, je pense que c'est ça, c'est justement quand on est entre amis, il y a une déhiérarchisation qui a lieu, puis on peut parler de choses qui sont plus grivoises ou plus qui seraient plus liées à la honte, sans avoir ce fardeau-là. Mais c'est ça, c'est des prises de parole qui, je pense, doivent être collectives. Je pense que c'est difficile de parler de sexualité, de santé et de corps de façon individuelle. Parce que de toute façon, les corps ont tellement d'expériences différentes que c'est pas possible de prendre la parole d'un corps puis de faire ce corps-là va représenter tous les autres. Fait que je pense qu'il faut multiplier les prises de parole au niveau du corps de plusieurs communautés différentes. T'sais, je pense que il faut pas voir ça comme... faut pas se limiter. Puis c'est des choses qu'on peut appliquer dans plusieurs sphères de notre vie, là, que ce soit en écrivant ou chez le docteur ou juste d'apprendre des techniques de soins aussi qui sont pas institutionnalisées, parce que c'est souvent vers ça qu'on va nous retourner. On va prendre le corps, puis on va dire le corps il est malade parce qu'il répond pas aux attentes de productivité. Mais non, le corps est pas malade parce qu'il peut pas être productif. Le corps a besoin d'une communauté, a besoin de soins, a besoin de temps. Fait que je pense que la littérature peut nous aider à recadrer, tu sais, comment on peut placer notre corps dans l'environnement, comment on peut parler de notre corps, comment on peut entrer en communication avec les autres. Puis je pense que le fait que toi, Anya, tu parles à visage couvert, ben ça fait partie d'une technique, tu sais, pour infiltrer le monde des dominants, parce que tu nous donnes accès à une parole à laquelle on pourrait pas avoir accès si t'étais pas anonyme. Fait que tu portes pas évidemment la voix de toutes les femmes du Maghreb, mais ton expérience rend compte de l'expérience de plusieurs corps. Puis ça, c'est l'anonymat qui le permet. Parfois, c'est d'écrire en communauté qui le permet aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de collectifs qui se publient sur le corps et la sexualité. Puis ça va être des choses qui vont être publiées en gang. Parce qu'il y a beaucoup moins de backlash si tu prends la parole sur un sujet difficile comme ça en gang ou de façon anonyme. Je pense qu'il y a plusieurs stratégies. T'sais, moi, je sais que c'est plus facile pour moi de prendre de parler de sexualité sans que ça attaque mon autorité. T'sais, les gens font pas parce que Cato parle de sexe, elle est pas crédible ou elle est plus futile que d'autres. Mais ça, c'est mon privilège blanc qui me permet ça. Puis mes diplômes qui font en sorte que quand elle parle de sexualité, elle parle d'un point de vue académique, fait qu'on va lui accorder une certaine pertinence qu'on refuserait à d'autres personnes. Fait que je pense qu'il faut être vraiment consciente de ça aussi. Je pense pas que il y aurait les mêmes conséquences pour moi si je publiais ton livre, disons, à visage découvert. J'aurais pas le même backlash que tu pourrais risquer d'avoir. Je pense que ça, c'est quelque chose. Totalement. C'est aussi très pertinent le lien que tu viens de faire, que tu viens de faire sur le fait de montrer son corps. Puis je pense que dans cette tentative à la fois, je vais rebondir sur l'anonymat, puis ensuite je vais répondre à la question, mais dans cette tentative aussi d'anonymat puis de cacher le visage, il y a aussi une dissymétrie que j'impose aux gens, finalement. C'est-à-dire, moi, je vous vois tous, mais vous ne me voyez pas vraiment, puis j'ai l'impression que ça rééquilibre aussi quelque chose que donner accès à la parole ou au reste, mais pas forcément à qui je suis. Puis je pense que c'est une technique aussi, une stratégie de ramener un certain équilibre, parce qu'il y a un déséquilibre de se montrer quand j'écris ce genre de choses. Donc, totalement. Puis, pour répondre à la question,
Dans le cas de mon livre, la narratrice, elle vit comme elle vit l'oppression de la part du monde occidental, mais aussi de la part de son propre monde, on va dire. Donc, depuis très jeune, elle a conscience que son corps ne correspond pas à des standards auxquels on lui a imposé, que ce soit par la texture de ses cheveux, que ce soit par la pilosité, que ce soit par la couleur de peau. Puis c'est quelque chose avec lequel elle grandit, puis il y a plusieurs passages où elle parle d'Olivier, puis en fait c'est la représentation qu'elle se fait des hommes blancs, c'est-à-dire qu'elle elle est réduite à une seule personne, donc son crunch Olivier. Puis pour elle, en fait, c'est une façon de dire, ben, ces Oliviers-là que j'ai rencontrés tout au long de ma vie ne m'ont pas apprécié parce que je ne correspondais pas au physique de la blancheur, au physique de la femme blanche telle qu'on se l'imagine. Donc, il y a une reprise de pouvoir aussi que de finalement valoriser et aimer des gens de sa propre communauté. Puis en faisant ça, c'est-à-dire que ça passe par des relations qu'elle peut avoir avec ses cousins, que ça soit par des relations qu'elle peut avoir avec des hommes de sa communauté ou des femmes de sa communauté, fait en sorte qu'il y a une valorisation et un amour de soi. Mais dans cet amour de soi, il y a aussi la contrepartie du fait que son corps, ou du moins la démonstration de sa sexualité, c'est aussi quelque chose de réprimé chez les siens et siennes. Donc, elle se retrouve finalement toujours à devoir conjuguer, à devoir se trouver une place à travers ces différents systèmes d'oppression, qui soient patriarcaux, qui soient raciaux. Donc, au final, elle s'en sort. J'avais une question par rapport à ton personnage aussi, parce que justement, elle est toujours étrangère, peu importe où elle se place et comment elle se place, mais à un moment donné, la doula vient la voir, puis lui donne le choix de cracher, puis de juste... en fait, lui reflète une espèce d'utopie où elle pourrait faire ce qu'elle veut, puis pas être jugée primordialement par sa mère, et comme ta mère sera plus là et tout. Mais elle hésite. Fait que là, ma question c'était, est-ce qu'elle hésite parce que c'est pas ça son utopie finalement, ou si elle est confortable dans sa dystopie? Parce que plus on avance, plus on dirait qu'elle est juste... Elle est comme, oh ouais, je suis pas une bonne fille, je suis pas une bonne... Si, ça, puis elle existe, puis c'est correct. Fait que c'est ça ma question, c'est pourquoi elle crache pas en fait, pourquoi elle prend pas ce deal? C'est une très bonne question. Puis c'est la première fois qu'on parle de ce passage-là, donc je suis vraiment contente. Je prends des notes. C'est une tellement bonne question, mais je pense que c'est parce que justement, c'est la première réponse, c'est-à-dire qu'en crachant, elle arrive vers cette utopie qu'elle se serait créée, c'est-à-dire je pourrais vivre la vie que j'ai toujours voulu, nanana, mais que finalement c'est pas ça qu'elle veut, c'est-à-dire que ce qu'elle veut c'est finalement l'amour des siens et siennes, et cet amour pour cette narratrice-là, elle passe aussi par une certaine forme de violence par rapport à qui elle est, mais c'est-à-dire cette violence-là va la consumer autant que c'est ce qui va faire en sorte qu'elle se retrouve, puis que si elle n'avait pas eu ça, je pense que l'utopie n'aurait pas forcément fonctionné pour elle non plus. Puis je pense que la réponse à ces violences qu'elle a pu vivre, c'est justement ça le dit pas dans vraiment, parce qu'on n'y arrive pas, mais je pense que c'est cette acceptation de soi et trouver des communautés et des espaces où elle peut être qui elle est. Puis c'est un peu la recherche dans ce roman-là, sans forcément avoir trouvé de réponse, mais elle n'est pas dans cet abandon non plus. J'aime que tu parles d'acceptation de soi, parce que la prochaine question c'était comment vous pensez que... Vous allez plus vite que moi. Comment vous pensez que l'acceptation de soi, de son corps, de son être, mais aussi de sa situation peut enclencher ou avoir un impact communautaire? Parce qu'on parle beaucoup d'acceptation de soi ou de... Je vais faire une distinction entre quand on dit « Ah, il faut que tu t'aimes et tout, non, mais qui peut tourner très individualiste, mais quel amour de soi pourrait être bon pour le commun. C'est rare que je pense à des choses comme ça. Parce que moi, j'ai tendance à être comme hyper... comment je peux dire? Relativiste. Je sais pas si ça... Je vais vous expliquer ce que je veux dire. C'est que moi, je suis passionnée par plein d'affaires, dont
l'astronomie, puis le cosmos, puis l'exploration spatiale, puis il y a une logique, là, suivez-moi. Et quand on s'intéresse un peu à ça, on se rend compte assez vite à quel point on est infinitésimal, tu sais, qu'on est vraiment pas grand-chose. Donc, quand je pense à ça, moi, ça m'apaise énormément. C'est que peu importe ce qui se passe dans ce bas monde, à une échelle cosmique, ça aucune. C'est rien. Puis j'ai l'impression que si davantage de gens avaient conscience à quel point on est minuscule, ou on fait partie d'un tout plus grand que nous, cette espèce de sentiment que beaucoup portent d'avoir le monde sur leurs épaules, que tout le monde les regarde tout le temps, ça s'évaporerait un peu plus, tu sais. Comme regarder, je sais pas, les arbres au milieu d'une forêt est beaucoup plus apaisant que regarder son téléphone, mettons. Donc, je veux pas donner de leçons non plus, mais moi, c'est comme ça que je le perçois. Mais je suis consciente que quand on s'est rendu compte que tout ne tournait pas autour de notre planète, ben, il y a des gens que l'angoisse les a pris. Et ça a eu l'effet inverse. Mais il y a une autre école de pensée qui dit, mais non, au contraire, le fait qu'on soit là en ce moment et qu'on puisse discuter de ces choses-là, c'est aussi la raison d'être de l'univers. Dans le sens que toute cette énergie, tout ce mouvement, ces milliards d'années, et nous voilà. T'sais. Donc, on est un peu les enfants de l'univers. Donc, moi, je sais constamment entre ces deux pôles-là. Je sais qu'on est loin de l'acceptation de soi. Là, non, on n'est pas loin. Mais en même temps, moi, c'est comme ça que je perçois un peu tout ça. Mais en même temps, je vous écoute parler, puis je suis consciente que j'ai un énorme privilège d'avoir rien vécu de traumatisant dans ma vie pour avoir ce genre de réflexion-là. J'ai jamais été vraiment blessée, ou peu importe. Fait que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai tous ces grands moments méta, mais c'est parce que j'ai toujours été à l'aise dans mon corps, puis il n'y a jamais personne qui m'a fait du mal. Fait que c'est facile après ça d'être philosophe. Ouais. Oui, moi j'irais dans. Je pense que l'acceptation de soi, ce serait peut-être d'avoir un regard lucide sur soi. C'est d'être capable de se regarder et de faire ça serait peut-être un regard un peu plus neutre, tu sais, fait que ce serait pas nécessairement quelque chose de positif ou négatif, mais je pense que être self-aware, puis comprendre les limites de son corps, puis ce qu'on voudrait pour notre corps, c'est aussi show up de façon plus honnête dans son environnement. Puis je pense qu'il faut oser à ce moment-là de demander de l'aide puis recevoir de l'aide. La communication devient quelque chose d'essentiel dans l'acceptation de soi pour avoir des soins, mais de façon collective. Parce que je pense pas que ça puisse se faire de façon individuelle. Puis je pense aussi que quand on s'accepte, c'est qu'on est consciente de nos limites, puis de ce qu'on peut donner, ce qu'on peut pas donner, puis de ce qu'on a besoin de recevoir, de ce qu'on aimerait recevoir. Puis c'est plus facile de maintenir des engagements quand il y a un climat comme ça de confiance, puis quand on sait que non, c'est pas... Je te fais pas de fausses promesses. Je pense qu'il y a quelque chose de... C'est plus facile de rencontrer les gens de façon sincère puis honnête quand on peut accepter son corps tel qu'il est, puis qu'on est capable de penser son corps aussi dans notre communauté. Comment on se positionne, qu'est-ce que mon corps a, que certains corps ont pas, bon, toutes ces dynamiques sociales-là. Mais je pense que l'acceptation de soi, c'est pas quelque chose de positif, mais que c'est une base très solide pour bâtir des communautés puis entrer en communication avec les autres. Pour ma part, je dirais que l'acceptation de soi, en tout cas dans le roman, passe par plusieurs façons, mais comme une des façons que j'aimerais mettre de l'avant, c'est notamment par les espaces collectifs, comme tu le disais, qui représentent pour la narratrice des tentatives de guérison, des rituels, c'est-à-dire qu'il y a
quelque part une certaine magie, mais auquel finalement la narratrice, on ne sait jamais si elle y croit ou elle y croit pas, mais elle se laisse aller dans ça parce que tout simplement ça lui fait du bien, ce paradigme-là. Donc malgré qu'elle ait on va dire son carcan occidental de rationalité qui lui dit non, mais tu crois pas à ça, tu crois pas à ça, au fond d'elle, elle y croit, et juste le fait de se laisser aller dans ce qu'on essaie de comment on essaye de la guérir, de comment est-ce qu'on essaie de prendre soin de cette personne-là, fait en sorte que il y a une guérison possible malgré les violences qui l'entourent. Donc finalement, de par le fait que ces rituels-là sont proposés par plusieurs membres de la communauté, fait en sorte que, en mon sens, c'est dans la collectivité qu'il y a une acceptation et pas forcément de manière individuelle, je pense. Je remarque ce que tu as dit, la baleine. Ouais. On parlait de la baleine au début, puis de comment 200 ans, une baleine a vécu, nous a vu, puis a vu son espace être envahi. Je voulais parler du fait que quand on parle de communauté et de care, je trouve pas que ce que tu as dit est aussi loin que ce qu'on dit. Non, vraiment pas, parce que... Moi, je faisais des liens entre les deux. Ouais, il faut être capable de se décentraliser pour voir autour. Mais moi, je suis comme l'autre extrême de ça. Tu sais, je vous écoute parler. Puis moi, je suis tellement pas... J'ai tellement... Peut-être que je suis juste pas self-aware, mais j'ai tellement pas ce souci tant que ça de ce que j'ai l'air et de ce que les autres pensent de moi. Puis, tu sais, de toute façon, je pensais de même quand j'avais 14 ans, mais ça doit être encore une fois une histoire de privilège. Après ça, tu sais, l'âge adulte est arrivé, puis je sais pas, on dirait que je m'en... Mais vraiment, tu sais, je m'en torche tellement de... C'est beaucoup de self-awareness, en fait. C'est comme le but, genre. C'est ça le but! Moi, quand tu disais avec le fait qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de vain à notre existence, là, puis quand on se donne le droit de croire à la magie, il y a quelque chose de ça, de comme, hey, c'est pas si sérieux ça, là. Ouais. Ça, Nothing is that deep. Oui, c'est ça, la magie me fait du bien. C'est comme ça que j'entre en communication avec, genre, ma tante. C'est ça qui fonctionne. Good, tu sais, on n'a pas à se juger pour ça. Puis, fait que, tu sais, je pense que c'est sûr que toi, t'as l'air de parler de façon très métal, mais ça s'applique de façon très, très quotidienne. Je suis peut-être aussi juste plus vieille, puis tu sais, à un moment donné, tu vieillis, puis on s'en fout de ces questions-là deviennent vraiment, je sais pas, c'est peut-être générationnel aussi, parce que j'ai l'impression que, tu sais, avec les réseaux sociaux et tout, vous vous sentez constamment épié, puis vous êtes constamment en train de vous comparer, puis de regarder d'autres qui vous proposent mille affaires je sais pas, de cure pour maigrir, de comment se maquiller, de comment s'habiller, de comment s'entraîner. Moi, je regarde ça, puis je suis comme, tu sais, j'ai mal au cœur, tu sais, j'ai même pas installé TikTok sur mon téléphone. Mais en même temps, c'est ça, je suis peut-être une boomer, je sais pas. Ben non, puis quand on parle de self-awareness, je pense pas qu'on parle non plus d'apparence physique, c'est plus c'est aussi d'une question de santé, puis de, tu sais, quand tu rentres dans un espace, est-ce que tu es en sécurité ou pas, tu sais, une personne en situation d'itinérance qui rentre tu sais, dans un lieu, ben tout de suite, parce que son corps a l'air de quelque chose, tu sais, cette personne-là va être flaguée. Fait que c'est plus de comment les corps se bougent dans l'environnement, puis pas de quoi nécessairement ils ont l'air. Là, on parle de corps depuis tantôt, puis je comprends qu'il peut y avoir des confusions là-dessus, mais je pense pas que ça... En tout cas, pour moi, ça n'a pas rapport à la beauté physique ou la mode, tu sais, ça plus... Non, on parle plus de conditions d'existence très concrètes, là, de comme, si tu rentres dans un café parce que t'as vraiment envie d'aller aux toilettes, est-ce qu'on va te laisser aller aux toilettes sans payer ton café ou on va t'obliger l'exercice humiliant de payer un café parce qu'on ne te fait pas confiance, parce que t'es pas un client, parce que t'as pas d'argent? Je pense que c'est plus de... En tout cas, moi dans ma façon de penser aussi, il y a encore une fois, il y a une préoccupation du vivant dans ce que tu dis. Il y a une préoccupation de ce qui est autour, parce que qu'est-ce qui est autour est beau. Puis on s'arrête pas assez pour être juste comme, oh ouais, non, c'est vrai. C'est beau. Je sais pas comment un oiseau fait pour voler, là, je pourrais m'asseoir 2 minutes comme y penser. Oui. Puis ça que je voulais parler aussi de comment on est destructeur autant du vivant autour de nous que de nous. Genre, je pense qu'il y a beaucoup cette philosophie de on peut pas sauver ce qui est déjà là, il faut aller sur Mars. Il faut comme quitter la société et tout. Fait que ma question c'était comment on fait pour réanimer le sentiment de care, de préoccupation, genre, que les gens ont perdu. Puis je pense qu'on est très complaisant aussi dans ça.
c'est plus facile d'être comme, il y a absolument rien à faire, que d'être genre, oh, il y a quelque chose à faire, puis je veux qu'il y ait des baleines, je veux qu'il y ait des gens autour de moi hein, et tout. Ouais. Est-ce que vous avez une... Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose de profondément politique là-dedans, mais politique dans le sens de comment, comme société, on s'organise. T'sais. Puis j'ai l'impression que notre civilisation, en ce moment, on existe puis on détruit par le fait même qu'on existe. C'est difficile de faire son train-train quotidien sans produire du déchet, mettons, à moins d'être comme constamment en train de faire des choses à contre-courant pour éviter de... Tu sais, puis ça, de manière individuelle, c'est épuisant et j'ai l'impression... Moi, j'en ai un peu contre cette espèce de culpabilisation des individus, alors que les solutions sont communes, tu sais. Donc, il faudrait qu'on ait le courage, tous ensemble, d'élire des gouvernements qui vont prendre des décisions et voter des lois pour que, justement, ensemble, on arrête, j'allais dire, de chier dans notre eau. Tu sais, c'est un peu ça, là. Je veux dire, il y a tellement de choses qui sont complètement aberrantes qu'on fait, mais qu'on se pose même plus de questions. Donc, tu sais, je trouve que, non, faut pas être inactif. On a des gestes à poser nous-mêmes, mais il faudrait qu'on ait une action collective. Mais en même temps, moi, je suis très misanthrope, là, tu sais, j'ai pas une grande foi et un grand amour de l'humanité en général. Fait que, même une pensée qui m'apaise, c'est je me dis, ben la vie va prendre le dessus. Fait que même si nous, on s'annihile, ça y est, oui. En tout cas, si on va dans le mur, ben tant pis pour nous, puis tu sais, la vie va prendre d'autres formes, puis va continuer d'exister avec ou sans nous, tu sais. Puis moi, je suis pas très pro-humain tant que ça, là, je veux dire... tant pis pour nous si on est trop cons pour s'organiser et tout. Je trouve que c'est juste ça de valeur qu'on arrache toutes avec notre existence. C'est plus ça. J'ai pas grande solution. À part dire de peut-être voter plus à gauche, là, je sais pas. Moi, ma narratrice, je pense que le chemin qu'elle fait aussi, c'est de voir localement. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est le CHSLD de sa petite ville, c'est les slots de sa ville, c'est la mosquée de sa ville. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de vraiment politique à apprendre à connaître nos voisins, puis qu'est-ce qui se passe autour de nous. C'est à notre environnement immédiat, parce que c'est l'environnement sur lequel je pense qu'on peut avoir plus d'impact. Puis voir c'est quoi les besoins de base qui sont pas comblés, qui est-ce qui a faim, qui est-ce qui a pas de maison, ces choses-là, puis après c'est d'essayer de monter le plus possible dans la pyramide des besoins pour que les gens autour de nous soient bien, tu sais, puis passent de la survie à la vie. Je pense que ça c'est peut-être une utopie, mais c'est quelque chose auquel j'aspire. J'y crois pas tout le temps, mais j'aspire à ça. Puis je pense aussi qu'il y a quelque chose à dire pour intégrer le plaisir, la beauté, puis l'humour dans nos luttes pour venir équilibrer un peu tout ça, parce que passer au travers être témoin de ces violences-là, être victime de ces violences-là, ça prend beaucoup d'énergie, puis pour continuer à s'animer, je pense que la joie, la bouffe, danser, tout ça, je pense que c'est aussi important. C'est ce que ma narratrice finit par faire. Ouais. Je vous rejoins dans cette idée que c'est justement collectif et politique, le fait de prendre soin, mais que d'un autre côté, effectivement, c'est comment est-ce que de manière individuelle, on peut prendre action malgré que ça nous dépasse, malgré que ça soit plus grand que nous. C'est justement de trouver ces réseaux-là, donc un peu comme toi, c'est trouver ces réseaux d'entraide où on peut concrètement poser action pour les autres et trouver des espaces où on a l'impression qu'il y a un impact qui peut avoir, de l'aide qui peut être donnée, et réciproquement s'entourer de ces réseaux de solidarité. Donc je pense que c'est vers là que je situerai l'énergie et l'amour. J'allais vous demander, tu as parlé de plaisir, je veux dire, comment on fait pour faire la différence entre un plaisir constructif et un plaisir destructeur? Parce que je peux faire une commande Amazon. Je peux faire une commande Amazon, puis j'ai du plaisir là. Pas que j'arrive. C'est difficile, hein?
Mais quand j'aurai la réponse, je tiens au courant, je sais pas. Ça peut être à l'audience aussi. Comment on fait pour faire une différence entre un plaisir qui aide la communauté ou un plaisir qui détruit, versus un plaisir qui détruit, qui est plus individuel. Ben, c'est quoi l'impact sur les autres de ce plaisir-là? Parce que Il y a des plaisirs qui font juste nous heurter nous-mêmes, là, puis qui dérangent pas les autres. C'est que, tu sais, je donne des ateliers de création littéraire, puis je parle c'est sur l'absurde, mes ateliers, puis je parle du discours dans lequel on flotte. On est comme dans une soupe de discours, dont le discours capitaliste, qui peut aussi s'appeler le discours rêve américain. Donc, on a ce discours-là où qu'est-ce qu'être heureux signifie consommer. Donc, il faut au moins être conscient que tout ça, c'est des constructions sociales. Puis voir à ce que ton plaisir, peut-être que t'es pas obligé que ça soit un pétro-loisir. C'est le fun d'aller au glissade d'eau, mais je veux dire, faut que tu aies un char qui a coûté 60 000 pour y aller, tu comprends? C'est ce genre de choses-là. Mais en même temps, c'est le fun, les glissades d'eau, autrement dit, c'est très, très difficile aujourd'hui, comme je disais tantôt, d'exister sans nuire, Même boire un thé, c'est granole, là, boire un thé. Normalement, il n'y a pas rien de sujet à discussion. Mais en même temps, c'est ton thé, il a peut-être fait 8000 km dans le container, c'est un bateau qui roule avec du fioul dégueulasse, dans le sens où il n'y a aucun moyen de s'en sortir. En tout cas, dans notre civilisation, c'est bien difficile. Puis même si tu fais un retour à la terre ou un retour dans le bois, de manière individuelle, pour te chauffer, te nourrir, whatever, tu vas dépenser beaucoup plus d'énergie que si tu étais en collectivité. Il y a comme pas de... Je pense que la technologie peut amener certaines solutions, mais en même temps, c'est pas le progrès à tout prix. J'ai vraiment pas de réponse, en fait. C'est une bonne question. On peut aussi identifier le besoin derrière ce plaisir-là. Des fois, il y a des besoins qui peuvent... le plaisir de faire une commande répond à un besoin qu'on n'a pas le temps d'observer parce qu'on est occupé, mais après ça, se pencher sur OK, c'est derrière cet acte de plaisir-là qui était légèrement destructeur, quel besoin j'ai besoin de répondre, puis qui reste là, puis qui Ces est besoins-là sont négligé. souvent présents parce qu'il y a des structures dominantes. Ben oui, c'est ça. Puis il faut faire attention à être pas son propre surveillant, là, puis il faut se surveiller, mais je veux dire, il faut pas non plus... mettre tout le poids du monde sur nos épaules. C'est ça revient à l'individu, à mettre le blâme sur l'individu, alors que tout est construit pour qu'on agisse dans ce monde-là. Oui. Tu vas à l'épicerie, tu veux manger bio, mais même si c'est bio, c'est enveloppé dans 8 épaisseurs de cellophane. Oui, puis c'est pas parce que c'est bio que les personnes qui ont cueilli ces légumes-là dans les champs étaient bien payées. C'est ça, puis ils ont peut-être vidé la nappe phréatique en Californie pour ton soya. Non, mais dans le sens où il y a vraiment... c'est très difficile d'avoir une intégrité irréprochable. En fait, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Donc, fait qu'une question comme ça, c'est... Il y a pas de solution, tu sais. C'est de la philosophie. Oui, c'est ça, je pense que ça revient à ce que vous disiez, la bienveillance, le care, faire attention aux gens autour de nous, faire attention même aux étrangers, sourire, tout ça. Je pense que ça nous met dans un meilleur mood qui fait peut-être qu'on a moins envie, d'après ça, d'acheter 8 foulards sur Amazon, tu sais. Peut-être tout est lié, je sais pas. Mais le but, c'est jamais d'avoir une question précise. Oui, mais c'est vraiment parler. Conversation. Vous avez non, mais moi, je réponds à l'autorité. On pose une question, je suis comme en examen, là, faut que je réponde. Donc, pour une dernière question, pour vous trois, fait que dans vos 3 œuvres, il y a une envie de renverser un certain ordre établi ou du moins combattre certaines violences ou contraintes à travers la libération individuelle. Est-ce que vous pensez que la libération des corps et du vivant est la première étape à une libération collective? Ah ouais, je pense qu'on est rien d'autre que nos corps, là. Fait que si on se penche pas sur nos corps en premier, on n'aura pas accès à plus, là. C'est la matière première de l'humanité, là. C'est nos corps. Je pense que c'est une très bonne question. simple, là. Mais oui.
Ben, pour ma part, la réponse était oui, mais est-ce que première? Ben, je me suis posé la question, j'étais comme, est-ce que c'est... Même moi, en lisant, j'ai dit, est-ce que première? Est-ce que c'est première, finalement? Oui. C'était la réponse oui, totalement. C'est-à-dire, je pense que ça passe à travers les corps, mais première, je suis pas sûre, mais j'arrive pas encore à déceler pourquoi je suis pas sûre, faut que j'y réfléchisse. Mais première vers quoi? C'est vers quoi? Mais que ce serait la libération de ton corps en premier, avant d'avoir une libération collective. Mais je dirais que oui, parce qu'on va dire si tu peux pas manger. Ben c'est ça, comment tu sais, là je pense à Gaza en ce moment. Ouais, puis c'est je suis comme, exactement ça. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'occuper des corps, il faut s'assurer que les corps soient pas blessés, il Ouais. faut les nourrir, il faut les hydrater, il faut leur donner des soins. Les Palestiniens seront jamais libérés avant qu'on reconnaisse que leurs corps ont des besoins, puis que ces besoins-là méritent d'être honorés là, de Puis façon urgente. c'est reconnu parce que c'est pour ça qu'on bloque l'accès à la nourriture. Ah, ben c'est ça. Oui, mais quand même, en tout cas, je me permets là, pour Gaza, mais je veux dire, c'est des décennies de les maintenir à la limite des besoins. Oui, donc, oui, je veux oui, dire, oui, là, oui, oui. on fait juste les affamer. Ah, Non, mais dans le 100%. sens que c'était l'art de les maintenir Ouais. là où Ouais. ça tient. Oui, Donc, c'est toujours le compte. C'est Ouais, ça, ouais. Je sais le pas contrôle. si... oui, mais c'est justement, c'est l'autre chose qui est au-delà des besoins élémentaires qui était impossible. C'est, en tout cas, de se penser libre, de circuler, Oui, oui, de oui, oui, concevoir oui. la vie comme quelque chose de... En tout cas... Mais ça aussi, ça fait partie de la libération de non, corps. mais c'est ça, mais ça? même, Ouais. je veux dire, même, là, c'est évident que là, il y a des urgences, là, mais c'est la preuve que personne capitule actuellement en Palestine, c'est que c'est parce que c'est pas ça qu'ils veulent. Dans le sens que, en tout cas, je sais pas, mais puis je trouve que ça revient à la question aussi même, tu sais, tantôt, toi tu parlais de la joie, il me semble que le plaisir et la joie, c'est vraiment pas la même chose. Par rapport à ta question de tantôt, tu sais, je pense que la joie a toute une autre implication que le plaisir. Oui, le Ce qui plaisir, veut pas c'est- dire qu'il n'y a pas de Non, c'est plaisir ça. dans la Le plaisir joie. aussi mais- est très limité, puis est très lié au corps. Je pense que la joie peut être plus liée au collectif, puis à quelque chose Impliquer le corps aussi. de plus grand aussi, puis de transcendant peut-être, là, même. Libérateur. Ouais. Je trouvais Vas-y. que- Mais c'est parce que moi j'ai l'impression que le fait de parler, de mettre le corps avant le reste, enfin j'ai l'impression que dans les faits c'est pas vraiment ça qui se passe. Est-ce qu'il y a vraiment une hiérarchie, genre on est des corps, on n'est jamais désincarné, puis d'autant plus il y a certains corps qui sont plus marqués que d'autres et qui existent dans le monde par leur corporéité, par leur visibilité, par le fait que ce sont des corps identifiés comme marginaux, etc. Donc je sais pas si c'est pertinent de se dire, enfin, que la libération des corps est un préalable premier, c'est ça, parce que moi je le vois vraiment comme quelque chose qui est imbriqué, parce qu'on peut jamais se sortir de nos corps. Non, On non. n'est jamais Ouais. pas des corps. Et c'est à partir de ces corps-là et de ces postures ancrées-là que justement on pense la libération aussi. Donc peut-être que si justement la question vous vous êtes douté et tout, c'est aussi parce que c'est peut-être pas la première étape, c'est juste que c'est imbriqué dès le départ en fait, dans la libération. Ça implique justement de mettre en mouvement des corps, d'activer des corps, genre c'est ça qui se passe dans les révolutions aussi, c'est les corps qui se mettent en marche et que ce soit dans les idées, que ce soit des corps qui pensent des idées ou des corps qui posent des actions, c'est un groupe de corps qui décide, là il y en a assez, puis maintenant on se parle. Je fais qu'on n'est jamais, en tout cas Non, je pense que ouais. Non, je comprends. Je me demande juste si... J'allais demander si... c'est quoi... Qu'est-ce qui fait que les gens résistent aussi à genre le vouloir de la révolution? Puis s'il y avait un lien avec le corps. Peut-être pas. Peut-être zéro. Mais genre, on dirait que c'était ça c'est toujours ça ma réflexion, comme la complaisance qu'on a, pourquoi on est comme ça, puis est-ce que c'est un lien avec le corps, mais en même temps, Mais qui sont en les même temps corps que qui moi, refusent. oui, C'est ça qu'il faut ouais, voir aussi. ça aussi, ouais, Enfin, oui, question oui, 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 c'est vrai. mais j'allais juste ouvrir, en plus j'allais dire merci aux auteurs, Ah, c'est déjà fini. puis j'allais demander
aux gens s'il y a des questions, mais ça a déjà commencé, puis j'étais comme... On peut continuer s'il y a des questions, des Mais moi, j'ai une commentaires. question sur ta question. Qu'est-ce que tu entends par libération? Oh. Non, mais c'est ça qui m'a fourré dans ta question. C'est comme, vers quoi, tu sais? Qu'est-ce que j'entends par libération? Ouais, c'est ça. Parce que moi, donc, si je dis libération, ça veut dire que je sous-entends qu'on n'est pas libre. Puis pour moi, quand je passe à libération, je pense toujours à un collectif. Je pense toujours à que tout le monde ait les mêmes droits, les mêmes accès en tout le temps. Genre, puis que ce soit pas un débat. Genre, ça, mais en même temps, c'est personnel. La libération pourrait dire quelque chose pour chaque personne dans la... Ça aussi, je pourrais te demander c'est quoi la libération pour toi. Ben, Tu aurais pu moi, répondre à la question c'est par parce ça, que de là. moi, je me pose une question encore une fois de méta. Tu sais, on est de l'électricité qui se promène dans un sac de viande. Et, puis on baigne dans une espèce d'amalgame de stimuli, puis on répond à des stimuli, puis toutes nos actions, toutes nos pensées, c'est des synapses, c'est des courants électriques et tout. En tout cas, d'un point de vue biologique, on n'a pas encore compris qu'est-ce qui fait que parmi toutes ces réactions-là, on a une personnalité ou une âme ou du libre arbitre. T'sais. Donc, et quand on se met à penser à ça, il y a quelque chose d'un peu... ça donne le vertige parce que ça voudrait dire que on n'a pas de libre arbitre. T'sais, on est juste des créatures qui réagissent à notre environnement. Donc, à ce moment-là, des notions comme l'ambition ou la paresse ou peu importe des traits de personnalité, c'est peut-être juste des gens qui sont... leur chimie de cerveau est comme ça, puis ils n'y peuvent rien. T'sais, donc, quand on se met à penser à ça, c'est un peu horrifiant. Puis en même temps, on se dit, bon, c'est quoi mon pouvoir là-dedans, de libre arbitre? Je sais pas, j'ai pas la réponse, là, je vais juste expliquer un peu comment je... Raisonnement scientifique. Ouais, c'est ça, tu sais, est où la frontière entre... c'est où que nous, on immerge de ça comme la personnalité ou l'âme, la conscience même. Il n'y a pas encore de consensus. Puis à la limite, moi, dans mon dernier livre, c'est l'histoire d'un robot. Puis, c'est quoi la limite entre les deux où le robot, à un moment donné, est lui aussi une boîte avec des synapses électriques. T'sais. À quel moment est-ce qu'une machine va avoir assez de synapses pour que... je suis pas grave de claquer des doigts comme ça. Qu'il y a une conscience ou une sentience, puis à ce moment-là, elle va être où la frontière entre... Nous, on a joué à Dieu, on va avoir créé quelque chose apte à la souffrance, mais comment on va la traiter? Ouais. C'est ça. Fait que voilà, mais révolution! Oh, j'avais jamais pensé au robot comme apte à la souffrance, là, ça m'a rentré dedans. Non, mais c'est parce que je me suis posé la question en écrivant mon dernier livre, je me disais, mais c'est quoi la définition de la sentience ou de la conscience? Puis la seule définition que je trouvais la plus pertinente, c'est la créature est capable de souffrir. Alors à ce moment-là, tu sais, quand t'as conscience assez conscience pour que la souffrance arrive, c'est là la singularité. T'sais. C'est pas très jojo comme constat. Mais cela dit, c'est un livre très drôle. Mais la force d'inertie, c'est quelque chose. On parle pourquoi on ne fait pas la révolution. Je t'ai vu. Merci. Je change un tout petit peu de sujet parce que je pense que la question de la libération, il faut en discuter beaucoup, mais on a parlé de corps, on a parlé de lien avec justement la question de la libération ou pas, mais je me demandais, sachant qu'on parlait aussi d'utopie, que ce soit des fragments utopiques ou que ce soit genre une dystopie, un peu c'est quoi les liens qui existent entre la déshumanisation ou l'humanisation par l'écriture et les genres utopie-dystopie, genre tu sais un peu, je sais pas si vous voyez ma question. J'aimerais vous entendre sur le côté de genre écrire sur un corps qui fait quelque chose, une histoire qui fait quelque chose
pour réhumaniser ou pas réhumaniser ou pour comme mettre en face. Je sais pas, c'est pas fini comme question, mais vous voyez ou pas? Ouais, oui. Je peux. Oui, vas-y. Je pense que de prime abord, dans l'écriture, il y a, en tout cas dans ce livre, il y a de la déshumanisation de partout. Mais je pense avec une volonté finalement de faire humanité. Donc, c'est comment contrer cette déshumanisation pour arriver à quelque chose de meilleur. Donc, je sais pas si ça répond un peu à ta question, mais dans cette volonté des genres, on va dire, et de comment est-ce que l'histoire, elle se construit, je pense que c'est par là que ça se situe. Donc, Moi, j'ai trouvé ça vraiment. Je suis plus du côté de la réhumanisation, là. Tu sais, je pense que ça a été comme tous les personnages, ou la plupart des personnages de mon livre vont essayer de se réhumaniser, puis trouvent la réhumanisation au contact tu sais, de communautés, puis de plusieurs communautés. Là. Quand je parle de communauté, je pense pas qu'un individu doit appartenir à une communauté, mais un individu doit, pour être complet puis épanoui, puis round-up, être dans plusieurs communautés. Mais pour moi, il y a eu quelque chose de tellement joyeux aussi de finalement multiplier des personnages, puis de montrer comment certains personnages, disons des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées retrouvent un pouvoir. Comme je me souviens d'un personnage que j'avais complètement oublié, que j'ai re-rencontré pendant la réécriture. C'est comme un personnage qui est là 4 secondes. C'est Monsieur Ibrahim. Puis Monsieur Ibrahim, il va pour se venger contre le propriétaire de la pharmacie qui a renvoyé la caissière pour des raisons bidons, mais tu sais, il a sa diarrhée explosive dans la toilette de la pharmacie, puis c'est finalement le patron de la pharmacie qui doit aller ramasser la marde, tu sais, puis de me rendre compte que ce personnage-là, comme qu'on voit 4 secondes, a un pouvoir vraiment joyeux, qui témoigne de sa solidarité, puis qui a un impact, tu sais, puis une leçon philosophique quasiment à donner aux pharmaciens, en fait, une leçon humaine. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de joie. C'est aussi quelque chose que j'entends beaucoup dans la réception. Tu sais, les gens vont me dire « Ah, ton livre m'a fait du bien, ton livre il m'a fait rire. J'étais dans les transports en commun puis j'ai ri. » Puis ça, c'est comme, j'ai l'impression de réussir quelque chose là-dedans. De donner, aussi de profiter moi-même d'un sentiment de communauté qui vient de la lecture. Fait que pour moi, personnellement, c'est une grande source de joie à laquelle je m'attendais pas nécessairement en l'écrivant. C'est vraiment quand les gens ont commencé à le lire que j'ai profité le plus de ça. Ben, la lecture et l'écriture, c'est deux activités qui se répondent, puis c'est des exercices d'empathie. Ouais. C'est pour ça qu'un lieu comme ici existe. C'est l'expérience de plein de gens qui sont pas nécessairement en fait, qui sont pas membres des mêmes communautés, qui témoignent de leur expérience. Donc, plus on lit, plus on est comme à l'affût de ça, on est ouvert à ça. Puis, quand j'écris, en fait, j'essaie... Moi, je comprends rien au monde dans lequel on vit, très peu de choses. J'ai pas tant d'opinions que ça. Et j'ai des tonnes de questions. Et la manière de gérer ces questions-là, c'est de créer des histoires où... pour que la question soit agréable à être processée, ben, il y a une histoire qui l'accompagne. C'est un peu ma manière, en fait, de déverser des questions existentielles sur le monde. Je suis désolée, il y a peut-être même une forme de sadisme là-dedans. J'envoie ça dans le monde, puis moi, je suis comme, voilà, c'est fait, j'en ai parlé, c'est sorti de moi, arrangez-vous avec ça, la conversation est lancée, ma job est faite. Mais j'ai très peu de réponses. Mais souvent, on parlait de dystopie, utopie, etc. Moi, je me questionne beaucoup sur, OK, telle chose, qu'est-ce qui pourrait mal aller? What could go wrong? Puis souvent, les dystopies, c'est des utopies qui ont des fausses bonnes idées. Ou encore, une définition de la dystopie que j'aime beaucoup, c'est qu'est-ce qui arrive aux gens opprimés quand ça arrive aux privilégiés. C'est ça la définition de la dystopie. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui vivent une dystopie. Puis nous, on s'en rend à peine compte. Nous, on mène nos vies, puis tout va bien, puis c'est ça. Mais pendant ce temps-là, il y a du monde dans des prisons au Salvador qui sont comme « what the fuck ». C'est un peu ça. Ouais, je sais pas si ça répond à la question. Oui, merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Crise existentielle. Ouais. C'est ça, vous m'inviterez plus jamais. Merci beaucoup. Merci à vous. On a le livre des 3 à l'arrière. Mes collègues peuvent vous trouver si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Merci beaucoup. Merci.